Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette deuxième rencontre de 2024 de Convergence, rencontre organisée par l'Association des correcteurs de langue française en partenariat avec Fontaine au livre. Une rencontre intitulée de l'enrichissement mutuel de la correction et de la traduction. Je vais laisser Gaël Boé nous présenter très rapidement Fontaine au livre, et puis je céderai la parole à Étienne Dimart qui dira deux, trois mots sur la CLF. Et puis après, je vous présenterai nos invités du jour qui sont Laetitia Agostino et Audrey Dingham. On a perdu Laetitia, non d'ailleurs? Ah bon? Je sais pas, moi je ne l'ai pas à Non, non, l'écran. elle est là. Ah, je te cherche. Ah, tu es là, oui, Je suis d'accord. là. Je vais te mettre en grand, je vais te mettre en évidence. Voilà. Et je vais mettre Ah, Audrey bah aussi. voilà. Faut que je trouve Audrey maintenant. Voilà. Gaëlle, je te laisse la parole. Oui, et ben bonjour. Merci beaucoup, Sophie, pour cette modération aujourd'hui de cette table ronde. Merci beaucoup à Étienne aussi et à l'ACLF d'avoir mis en place ce cycle de conférences Convergence sur la question de la correction, qui est un vrai sujet. Un sujet dont on parle souvent assez peu et qui est pourtant un sujet central dans l'édition. C'est un point emblématique, en tout cas, du travail sur le texte auquel on est particulièrement attaché, nous aussi, à Fontaine au Livre. Fontaine au Livre, dans les grandes lignes, c'est un réseau de professionnels du livre et de l'écrit, situé à Paris, mais qui est un réseau national avec 150 structures adhérentes qui sont des éditeurs et des agents, des acteurs de la chaîne éditoriale, qui sont des correcteurs, des traducteurs, des graphistes, des agents littéraires, et j'en passe, toute personne qui travaille à un moment donné sur un livre ou sur un texte, pour qui on fait de la mise en réseau, de la mise en relation. On a une pépinière d'entreprise qui est située dans le 11e à Paris, avec 350 mètres carrés de locaux, de bureaux qui sont uniquement dédiés au monde du livre, ce qui est une chance. Et un organisme de formation professionnelle agréé Calliope, c'est-à-dire un organisme qui permet d'accueillir aussi les fonds de formation professionnelle, avec lequel on fait de la formation exclusivement sur les métiers du livre et de l'écrit. Donc voilà, on est très heureux de ce cycle Convergence qu'on suit maintenant depuis 3 ans avec la CLF, qui permet de mettre en lumière donc, ce métier de correcteur et de le mettre en lumière au regard d'autres métiers. On a parlé des éditeurs, on a parlé des correcteurs, des traducteurs, et maintenant on a du coup des personnes qui sont à la fois correctrices et traductrices. Donc ça va être, je pense, un débat extrêmement intéressant. Et voilà, et donc vous souhaitez une belle rencontre et puis au plaisir en tout cas d'échanger sur ce sujet ou sur bien d'autres. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, Fontaine Olive qui nous héberge numériquement, on va dire ça comme ça, depuis 4 ans par son partenariat, et qu'on remercie effectivement fort fort. Et puis bah, le grand chef d'orchestre de ces rencontres qui est Étienne, puisque c'est lui qui pense les sujets, qui trouve les invités, et avec qui c'est un bonheur de travailler, qui représente la CLF, et puis la CLF qui prend en charge la partie financière de ces rencontres, il faut le rappeler, qui supporte ça, et c'est important de le dire aussi. Étienne, un petit mot? Oui, eh ben, merci pour cette introduction, Gaël. Alors, je rappelle que la saison Convergence de cette année est aussi en partenariat avec l'ATLF et non seulement avec Fontaine au Livre. Et puis, je suis bien aidé quand même dans ma tâche par mes camarades du CA de l'Association des correcteurs de langue française. Alors, la CLF, en quelques mots, c'est un projet associatif qui est né en 2018 à la suite d'une journée professionnelle à Nantes et également de la rencontre du collectif Correcteurs Précaires qui était très actif alors. Aujourd'hui, on est en 2024, on est 6 ans plus tard. L'association compte environ 180 adhérents. Elle est assez dynamique, assez active. Et on a fêté nos 5 ans, donc c'était l'année dernière à Lyon. On a fait une grande fête qui a réuni environ 40 correcteurs.
parmi nos objectifs qui sont détaillés sur le site, il y a celui de fédérer au-delà des différences de statut ou d'environnement des correcteurs, c'est-à-dire rassembler le plus possible la profession autour de valeurs communes. On le fait via des webinaires, via des rendez-vous d'étipotes également, qui sont des rencontres conviviales, de temps de formation, etc. Il y aura une vidéo bientôt sur la correction de PDF qui va sortir. Donc voilà. Quelques mots sur Convergence. Convergence, au départ, on l'a pensé à la CLF comme des rencontres entre auteurs et correcteurs. C'était ça l'axe central. Peu à peu, on s'est ouvert à d'autres acteurs de la chaîne du livre, comme les éditeurs et les traducteurs. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Laetitia et Audrey, qui sont à la fois correctrices et traductrices, pour nous parler des rapports mutuels de ces deux activités. Voilà, merci beaucoup. Merci à Sophie également qui modère ce rencontre. Merci à la TLF, merci à Gaël. Et j'ajoute que les saisons précédentes sont en replay sur notre site, si vous voulez les regarder, et que cette saison-ci sera aussi en replay. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes enregistrés. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup Gaël et Étienne. Et puis, bienvenue Laetitia et Audrey. Pardon, j'étais en train de retirer Gaël et Étienne du gros plan, donc je me perds un peu moi-même. Et puis, donc je vais vous présenter rapidement. Laetitia Agostino, vous êtes... Alors, on est sur la même thématique qu'il y a une quinzaine de jours, sur le Convergence 1 de 2024. La différence notable cette fois-ci, c'est qu'autant le 5 novembre dernier, nous avions 2 correctrices qui étaient venues à la traduction, et qu'aujourd'hui, nous avons plutôt 2 traductrices qui sont venues à la correction, même si pour Audrey, ça s'est quasiment fait concomitamment, mais voilà. Et puis, la dernière fois, on était sur la fiction, et cette fois-ci, on est sur la non-fiction, et même plus particulièrement sur le pratique, l'e-learning, voire la presse, le documentaire jeunesse, le documentaire en général, le beau livre, tout ce qui n'est... On est vraiment très loin de la fiction. Donc là, ça y est, je vous présente Laetitia Agostino. Vous êtes traductrice de l'anglais et de l'italien. Vous travaillez notamment beaucoup en secteur jeunesse pour la traduction, mais en correction pour la presse, pour la communication, les beaux livres et des ouvrages pratiques. Vous êtes, comme on appelle ça, autodidacte, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de formation pour être traductrice ou pour être correctrice, mais vous aviez un gros bagage en sciences du langage et de l'éducation, et vous avez été enseignante de français langue étrangère. Bienvenue Laetitia, c'est un bonheur de vous avoir avec moi ce soir. Audrey Dingham, vous êtes traductrice de l'anglais également, préparatrice de copie, correctrice, secrétaire de rédaction. Alors vous avez à peu près démarré en même temps, hein, Laetitia, je crois que c'est 2016, Audrey c'est 2017, donc vous avez à peu près le même nombre d'années d'expérience l'une et l'autre. Vous Audrey, vous avez un master de traduction et d'adaptation cinématographique, ce qui est, en fait, vous avez démarré la traduction pour l'audiovisuel et avant d'arriver au livre. Et puis, vous vous êtes formé à l'Institut Edinovo à Sfored pour la correction. Et vous vous consacrez essentiellement dans les 2 cas aujourd'hui aux pratiques, aux beaux livres, à la jeunesse, un peu de fiction aussi, et au contenu pour les entreprises. Voilà à peu près pour ma présentation. Je le disais, vous avez toutes 2 été traductrices avant de vous lancer dans la préparation de copies et la correction. Elle s'est passée comment, la première expérience de traduction? Et là, on a le droit d'exprimer ses doutes et ses peurs, hein. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes rentrée en traduction? Quelles opportunités se sont ouvertes à vous? Qui veut commencer?
Je peux. Laetitia, allez. Ouais, allez. Je me lance et donc bonsoir tout le monde, bonsoir Audrey et Sophie. Donc moi, oui, effectivement, je me suis lancée en traduction sur le tard et un peu par hasard. Donc je revenais de l'étranger où j'avais été, comme vous le disiez Sophie, professeure de langue étrangère et j'avais décidé de prendre une année en fait d'études plaisir et de faire un master 2 sciences de l'éducation à Lyon. Et c'est là que j'ai rencontré une consoeur qui était, elle, professeure d'anglais langue étrangère, mais avant toute chose, qui était traductrice et interprète. Et elle m'a présenté un petit peu son travail, ce qu'elle faisait en traduction, et ça m'a vraiment tentée. Et au final, quand j'ai eu mon Master 2, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer mon entreprise, ce que j'ai fait. Euh, et j'ai commencé en fait à suivre un petit peu, comme je n'avais pas de bagage universitaire dans la traduction, j'ai commencé à regarder, à glaner un petit peu sur Internet les infos que je pouvais avoir. Et j'ai suivi un petit peu les recommandations qui étaient faites du genre choisissez un secteur de spécialisation, activez votre réseau, etc. Et donc j'ai envoyé un mail à tout mon réseau en disant je me lance dans la traduction. Et c'est là que j'ai décroché mon premier boulot de traduction avec une amie. Donc c'était rien de passionnant, c'était de la traduction d'hébergement de type Airbnb. Et voilà, mais bon, c'était avec une amie, donc c'était super sympa, c'était joyeux, enfin voilà, tout s'est super bien passé. Et en parallèle, je faisais aussi une traduction pro bono pour une association de droits LGBT, donc pour des personnes qui étaient persécutées dans leur pays et qui avaient dû s'exiler en Europe. Euh, et là, en fait, il y avait des témoignages extrêmement forts et ça m'a vraiment, enfin, j'ai été prise en fait là-dedans et je me suis dit vraiment c'est passionnant. Et voilà comment ça s'est passé. Mes premières traductions. Et pour préparer en fait ces rencontres, j'ai regardé mon fichier de traduction là pour cette association et je me suis rendu compte que je ne referais pas la même chose, que j'avais traduit beaucoup de passages assez littéralement, mais heureusement j'étais avec une relectrice très bienveillante qui m'avait un petit peu aiguillée et tout ça, et tout s'était super bien passé au final. Donc voilà, ça c'était ma première expérience de traduction. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, j'ai oublié de dire à notre public que, bien évidemment, vous pouvez poser des questions dans la conversation. Vous avez une petite bulle conversation en haut. Et bah, moi, j'ai un troisième œil qui fait que je regarde vos commentaires et vos questions. Et soit je les pose au fur et à mesure si c'est vraiment le moment, soit je les garde pour la fin. Et notre rencontre va durer à peu près 1 heure et on se gardera un peu du temps pour vos questions à la fin. Voilà, j'ai rajouté ce que j'avais oublié de dire en intro. Audrey, votre première expérience de traduction, c'était quoi et comment vous avez réussi à attraper la mission en fait? Voilà. Pour l'anecdote, ma première traduction, la vraie, c'était un épisode des Feux de l'amour en, en doublage à l'époque, à la sortie de mon master. Ensuite, dans le livre, ça s'est passé. Alors, j'ai commencé à adapter en 2004 pour l'audiovisuel et en 2009. 2009, je suis partie au Japon et en même temps, j'ai commencé à en avoir un peu marre de l'audiovisuel. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance dans le livre. J'ai arrosé de, j'ai arrosé de CV, de lettres, toutes les maisons d'édition auxquelles j'ai pu penser à ce moment-là. Et puis voilà, au bout de quelques mois, en fait, j'ai été contactée par une responsable des achats chez Marabout et qui en fait avait fait 1 an d'études avec moi en prépa. Et donc voilà, le hasard fait bien les choses. Elle m'a confié une première mission. C'était donc pour Marabout un guide pour les grands-parents. Ce qui tombait très bien parce qu'à l'époque, j'étais aussi enceinte de mon aîné. Et donc c'est un livre qui a demandé un certain travail d'adaptation parce que donc c'était pour le public américain et donc il a fallu adapter les comptines, les jeux qui sont proposés, les produits qu'on peut trouver au magasin, les conseils alimentaires, des choses comme ça.
mais en même temps, c'était des choses auxquelles j'étais déjà habituée en fait en traduisant beaucoup de docus pour la télé. C'est des choses sur lesquelles on tombe tout le temps. Donc là-dessus, ça m'a mis à l'aise, on va dire. Et je garde un bon souvenir de cette expérience. C'est vraiment, j'ai eu de la chance hein, quand même de faire tomber mon CV sur le bureau de cette ancienne camarade d'études. De l'importance du réseau Ouais, exactement. pour les débuts. Et quel a été l'élément déclencheur pour prendre la deuxième casquette, pour démarrer la relecture de traduction, la préparation de copie, la correction? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie ou l'opportunité d'ailleurs de cette deuxième activité? Et puis, même question sur cette deuxième activité, comment s'est passée la première expérience? Est-ce qu'il y avait des peurs de laisser passer des choses, de trop en faire? Enfin, voilà. Là, on va peut-être démarrer par Audrey, puis on fera les... Donc en 2009, je suis lancée dans la traduction de livres et en 2017, je me suis formée au métier de correcteur parce que je commençais à en avoir marre en fait d'envoyer mes textes et pouf, et de plus les revoir jusqu'à ce que je reçoive le livre papier par la poste et de ne pas savoir ce qui avait bien pu se passer entre deux. Je reçois toujours très peu de retours de la part des éditeurs une fois que c'est livré. Donc quelque part, c'est la curiosité qui m'a donné envie d'apprendre le métier de correctrice, le désir de bien faire aussi, de livrer un texte encore plus précis et vraiment conforme à ce qui était attendu ensuite pour la préparation du livre. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi un besoin pratique, je dirais, pour varier et densifier le planning professionnel, pouvoir intervenir aussi non seulement sur les achats, mais aussi sur les productions en français, sans devoir uniquement s'adresser aux maisons qui achètent des livres anglophones. Et la première expérience, c'était quoi? Ah oui, la première expérience. En fait, c'est pendant que j'étais en formation au métier de correcteur, donc j'avais déjà parlé de cette formation à un de mes clients qui m'a tout de suite contactée en fait pour me confier une formation, une correction juste derrière. Il s'agissait d'un almanach, donc un gros livre, une page par jour. Et donc l'avantage du projet, c'était que donc c'était un gros projet, mais avec plein de textes courts. Donc c'est un peu plus facile, je trouve, pour commencer, de se concentrer sur un texte court à la fois. Et ça a permis aussi d'être confronté à des tas de cas de figure, beaucoup des noms propres des lieux, des institutions, des chiffres, et puis les titres et les catégories à harmoniser sur les 365 pages. Et il y avait aussi le fait que ce soit qu'il fallait faire très attention à la maquette parce que donc c'était illustré avec beaucoup d'encadrés, les colonnes à surveiller, les noms de catégories. Ah, Audrey, on vous a perdu. Et une bonne mise en jambe. Et en plus, j'ai pu, quand j'ai livré mes corrections sur papier, pas sur PDF, j'ai pu en fait relire les corrections avec l'éditrice qui allait ensuite intégrer mes corrections. Donc ça m'a permis d'avoir une validation du travail, de vraiment bien comprendre ce qui était attendu, de parler des doutes, de voir là où j'avais éventuellement surcorrigé et des choses que j'avais loupées aussi. Donc c'était un bon prolongement de ma formation, j'ai trouvé. Après, a posteriori, je pense que j'ai forcément surcorrigé. J'ai passé beaucoup trop de temps à réécrire beaucoup de choses. On va en reparler de tout ça. Ouais. Laetitia, le passage à la double compétence? Oui, alors moi, c'était un ouvrage plus simple que celui d'Audrey. Et puis, alors c'est moi, où ça a été concomitant pratiquement, c'est plutôt moi. Ah oui, C'est pas grave. En fait, moi, je me suis lancée donc en traduction, c'était fin 2015, et je me suis dit que le secteur jeunesse, c'était quelque chose qui me passionnait. Et pourquoi pas me lancer là-dedans.
Donc, je suis allée arpenter un peu les rayons des librairies, ce que j'adore faire en temps normal déjà. Donc voilà, c'était un plaisir. À la recherche un peu de petits éditeurs que je connaissais pas. Donc, petits éditeurs jeunesse. Parce que je me suis dit, pour me lancer, c'est peut-être plus simple de commencer par des petits éditeurs, déjà pour avoir les contacts, etc. Et puis pour entrer, mettre un pied dans la porte, on va dire. Et là, je suis tombée sur une petite maison d'édition qui traduisait des ouvrages, des histoires, en fait, du chinois. Je ne traduis pas du tout de chinois, mais je revenais de Chine, justement. Je venais de passer de quelques années en Chine. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être quelque chose pour lancer une discussion. Donc, je suis allée sur le site Internet et là, je suis passée par le formulaire en ligne. Ce que je ne ferai plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je chercherai le nom de l'éditeur, etc. Mais bon, j'envoie un petit message par le formulaire en ligne et surprise, 3 jours plus tard, je reçois un message sur répondeur. C'était l'éditeur qui me contactait, qui me disait que sa relectrice, correctrice, était malade. Est-ce que je pouvais prendre en charge la préparation de copies et la relecture maquette d'un livre qui allait sortir? Donc, bah, génial. Enfin, franchement, ça tombe super bien. Donc je dis oui, et là, il m'annonce, enfin, il me demande, ce qui m'est plus jamais arrivé en correction par la suite, mon tarif horaire. Donc je lui donne mon tarif horaire, il me dit ok, d'accord, c'est bon. En plus, j'avais passé des heures à réfléchir à mon tarif horaire, puisque c'était la première fois qu'on me le demandait. Il me dit ok, sauf que c'est ma première expérience, donc je passe des heures à corriger, à reformuler, à mettre des commentaires, enfin voilà. Et au moment de lui envoyer ma facture, donc je vois les heures que j'ai passées sur un petit livre, au final, pas un almanach. Je me dis, ben, qu'est-ce que je facture? Est-ce que je facture les heures réellement passées ou est-ce que je diminue un petit peu? Enfin voilà, c'était ma première question. Bon, j'ai facturé les heures réellement passées. Au final, ça faisait quand même une facture plus conséquente qu'aujourd'hui si je faisais le même travail. Et donc, ce que je referais, enfin, effectivement, il y avait beaucoup trop de commentaires, il y avait beaucoup trop de reformulations, mais l'échange a été très, très riche avec cette personne parce que l'éditeur était vraiment bienveillant. Pareil, j'ai eu des expériences en fait assez fantastiques. Et donc, extrêmement d'échanges avec lui au téléphone, que ce soit au téléphone ou par écrit. Pareil, c'est rare aujourd'hui que j'ai des contacts téléphoniques. Donc, je ne sais pas, cette première expérience était assez exceptionnelle, on va dire. Vous pratiquez les 2 activités toujours en parallèle, Audrey et Laetitia? Alors, Aujourd'hui encore, hein? oui. Alors, Audrey, je ne sais pas. Mais oui, moi, oui, c'est une question d'équilibre, en fait. D'équilibre professionnel et puis d'équilibre également dans ma pratique et même financier, parce que je suis plus productive en correction et donc, étrangement, mon taux horaire est un peu plus élevé qu'en traduction. Comment vous partagez votre temps entre les 2 justement? Pour moi, Sophie, Oui, ou... je vous laisse vous finir Laetitia et après je m'attaque à Audrey. Oui. Alors, moi, j'ai une façon d'organiser ma journée. En fait, c'est un équilibre, hein, comme je le disais, de travailler constamment. J'ai toujours 2 projets. Un projet traduction, au minimum, un projet traduction, un projet relecture, correction en même temps. Et je commence toujours le matin par la correction, c'est mon découpage quotidien, par la correction parce que c'est un peu une mise en jambe, c'est plus tranquille, enfin pour moi, c'est plus tranquille, j'entre plus tranquillement dans ma journée avec la correction. Et ensuite, l'après-midi, en général, j'attaque par le projet de traduction parce que la traduction, en fait, mon premier jet de traduction, c'est un peu une traduction kilomètre, donc je la compare un petit peu à un marathon parce que j'écris les idées comme elles me viennent. Je m'arrête pas trop sur les phrases, je m'arrête pas trop sur la syntaxe. Je mets plusieurs choix de mots ou de verbes, enfin quoi qu'il en soit, enfin voilà, avec des codes couleurs sur lesquels revenir
ensuite dans la seconde phase, dans la deuxième phase qui sera la révision. Donc après, j'attaque la révision. Là, la révision, je me rends compte que ça va un petit peu mieux, que finalement, les phrases, elles sont pas si bancales, que on va faire des choix au niveau, et puis on fait les dernières recherches également syntaxiques, etc. Et arrive enfin la phase de relecture, qui elle est un peu plus la promenade en forêt. On se dit, ah, en fait, ça ressemble à quelque chose, c'est sympa. On entend la musicalité, là, on entend la sonorité du texte et c'est bien plus agréable. Et c'est pour ça que la correction me permet de souffler et de respirer plus tranquillement. Merci Laetitia. Audrey, comment ça se répartit aujourd'hui dans la masse de travail? Est-ce que vous faites Ouais. plus de traduction, plus de correction? Et comment vous vous organisez, vous? Alors, pas du tout comme Laetitia. Alors moi, d'après mes petits chiffres, en ce moment, je suis plutôt sur 70% de traduction, 30% de correction. Et par contre, je divise pas du tout mes journées. Enfin, ça m'arrive parfois, je suis forcée de diviser mes journées entre correction et traduction, mais la plupart du temps, je fonctionne plutôt par gros blocs. Et donc, une fois que j'ai reçu un gros projet qui peut m'emmener parfois sur plusieurs mois, je le place sur mon planning en prévoyant, en posant des jalons, en me disant, voilà, telle date, généralement en fin de semaine, il faudrait que je sois arrivée à tant de pages ou de signes ou peu importe, blam, 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 blam. Comme ça, je cale mes semaines. Au fur et à mesure, le plus souvent, j'arrive à prendre un petit peu d'avance et donc je cale, hop, des petits projets de correction, des petits projets de correction. Petit caillou, gros caillou, c'est ça, Allô, Audrey? allô. Oui, on vous entend à Oui, nouveau. voilà, Oui, ouais, c'est la ça coupe technique un des peu. gros cailloux, petits cailloux. Donc, je place mes gros cailloux et ensuite, je glisse les petits cailloux et même le sable pour bien remplir mon pot, mon vase. Est-ce que, Et voilà, donc moi, je me tiens un calendrier annuel avec des gros blocs et puis des jalons. est-ce que vous avez des clients communs, c'est-à-dire des éditeurs qui vous confient de temps en temps une traduction, de temps en temps de la prépa ou de la relecture d'autres traductions ou de la correction, ou est-ce que finalement c'est des éditeurs différents, des éditeurs ou des clients, parce on a dit qu'il y avait pas que vous ne travaillez pas que pour l'édition de livres, ou c'est des clients très différents, d'un côté les clients pour la traduction et d'un autre côté les clients pour la correction? Comment ça se Mais passe? si on comprend le mot éditeur comme la personne, Oui, ça m'arrive jamais. Il me semble pas que quelqu'un pour qui je traduisais m'ait un jour proposé une correction. En revanche, si on prend l'éditeur comme le client, la maison, ça m'arrive pour une même maison, de travailler en traduction avec une personne et en correction avec une autre personne. Ou sur les contenus de formation l'e-learning, par exemple, je travaille avec une personne qui, elle, me confie et du sous-titrage, de la traduction et de l'édition de contenu. Mais c'est la seule. Et puis, c'est pas une maison d'édition, enfin, c'est un acteur du e-learning. Ouais. Laetitia? Moi, jamais. Soit j'ai des clients qui sont dans la correction, soit mes clients sont dans la traduction. En fait, enfin, comment dire? En réalité, on a beau dire qu'on est traductrice et correctrice, et le mentionner plusieurs fois. Une fois, j'ai l'impression qu'on est catalogué traduction, on nous confie uniquement des projets de traduction. Une fois qu'on nous catalogue correctrice, on nous confie uniquement, enfin, en tout cas pour moi, on me confie uniquement des projets de correction. Voilà, donc non, il ne m'est jamais arrivé de faire de la traduction et de la correction pour un client. Ouais, c'est surprenant, mais c'est notable. J'ai un peu dit pour quel genre de livres et dans d'autres secteurs vous travaillez, mais je veux bien qu'on reprécise un petit peu. Audrey, alors Mm. peut-être qu'on va parler un tout petit peu plus de livres, mais comme il y a de la presse aussi, enfin, quel type de livre vous traduisez et quel type de livre vous corrigez? Alors en traduction, donc c'est essentiellement de la non-fiction avec du beau livre, beaucoup de loisirs créatifs pendant un moment, du tourisme, de la mode, du développement personnel,
des ouvrages de vulgarisation aussi. Je traduis un petit peu de fiction, jeunesse, young adulte ou BD. Et en correction, ça se ressemble assez. Beaucoup de beaux livres, du loisir créatif en prépa ou correction. Et puis, donc, ces contenus de formation, management, qui en fait sont mon plus ancien client. Et à côté de ça, de façon vraiment très ponctuelle, il m'arrive de travailler pour des magazines sport, management, luxe même une fois. Et je fais aussi, je m'occupe aussi de la prépa de docu-roman jeunesse, on va dire. C'est D'accord. voilà. Merci. Et Laetitia? Alors, en traduction, donc il y a des documentaires et des albums jeunesse, des romans, mais ça c'est nouveau, donc plus de la fiction également, des contenus de boîtes à histoire, les petites boîtes à histoire des enfants, des audio-guides, enfin, en général, hein, des audio-guides pour musées également, des textes d'affichage, toujours pour les musées, des outils de communication interne et externe, que ce soit pour des entreprises ou bien des festivals, des choses comme ça. Ça peut être des sites internet, ça peut être des livrets d'entreprise, également des formations en ligne pour les entreprises, donc qui traitent de développement personnel, de marketing, de leadership, de bien-être. Et j'ai également traduit une fois un recueil de poèmes, qui est encore une expérience à part entière. Et pour ce qui est de la correction, pareil, c'est albums et documentaires jeunesse, des livres beaux-arts également, des ouvrages pratiques, que ce soit en cuisine, en pédagogie, des manuels de langue également. Je corrige également dans la presse, des magazines de cyclisme et de jeunesse et des articles de site internet. Comme il y a une question sur les tarifs de traduction que j'aurais bien gardé pour la fin, mais en fait, est-ce que selon le secteur éditorial, alors là, la question est sur la traduction, mais on peut aussi la poser sur la correction, est-ce que selon le secteur éditorial pour lequel vous traduisez ou vous corrigez, les tarifs sont différents? Ça va être le mode de calcul déjà qui est différent, puisque dans l'édition, on est plus souvent payé au feuillet, donc 2500 signes, enfin en tout cas pour moi c'est une base, ou au forfait. Quand on traduit quand on a un gros projet de traduction, souvent on nous propose un forfait dans l'édition. Dans la presse, pareil, c'est au forfait, les magazines, correction. Donc là, c'est pour la correction. Sinon, traduction également peut être payée au mot. Donc là, ça va être par exemple les audio-guides, les outils de communication, c'est payé, enfin pour ma part en tout cas, payé au mot. Et également les formations en ligne, je suis payée au tarif horaire pour la traduction. Donc tous les cas de figure. Oui, oui. Et il y a parce que d'ailleurs, pour répondre à Catherine, sur le site de la TLF, l'Association des traducteurs de langue française, vous trouverez tous les ans, il y a ou peut-être pas tous les ans, mais enfin, il y a des enquêtes, et justement avec les tarifs selon les langues, et aussi effectivement selon les secteurs, où la jeunesse est moins payée, la romance est moins payée, par exemple. Et selon les langues, on n'est pas payé au même tarif. Audrey, vous constatez ça, ces différences de tarifs selon les secteurs, ou comme finalement c'est relativement homogène quand Oui, même? oui, les contenus d'e-learning, par exemple, je suis payée au mot. Et si je ramène tout à un taux horaire, Oui. que ce soit l'e-learning ou la traduction de livres, ou peu importe, ce tarif au mot dans le secteur de l'e-learning, donc grosse boîte privée, vous me direz, hein, Hachette aussi, par exemple, c'est une grosse boîte privée, mais je me comprends. Et ben, c'est beaucoup plus avantageux. Pour la correction, oui,
D'après mon expérience, c'est moins rentable de travailler dans le livre que pour des agences de communication, des choses comme ça. Et moi, j'essaye généralement de poser un tarif aux 1000 signes, en fait, pour que les deux parties sachent d'avance de combien d'argent on parle, en fait, pour fixer ça et puis pour pouvoir avoir aussi une unité de mesure, parce qu'il y a souvent des textes qui s'avèrent beaucoup plus longs ou des articles plus nombreux que ce qui était prévu. Et donc voilà, en ayant fixé ça au début, moi j'aime bien me baser là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Et puis Mais c'est vrai, évidemment, juste. Ah, oui, pardon, Sophie. vas-y Laetitia. C'est vrai que dans l'édition, en général, on est moins bien payé que dans le secteur privé. Quand on entend un secteur privé, entreprise. Mais par contre, il peut y avoir des éditeurs qui payent très bien également. Enfin, moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'un éditeur Beaux-Arts pour lequel je corrige des ouvrages qui payent bien. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que c'est vrai que c'est rare, mais voilà. Oui, ça varie d'un client à l'autre, Oui, effectivement. complètement, oui. Et Armel, de nous dire qu'il est bien en effet de fixer un tarif aux 1000 signes, mais aussi d'indiquer la cadence, nombre de signes corrigés à l'heure, histoire Oui. d'indiquer le temps que ça prend. Effectivement, je pense que pour vos clients, c'est aussi important d'avoir la réalité de terrain. Oui, c'est vrai que moi, je prends en compte la cadence quand j'établis un devis, en fait. Donc, je pars sur ma cadence personnelle et voilà. Mais c'est vrai que je ne l'explique pas, par contre, aux clients. Mais c'est une bonne idée. Quel point commun est-ce que maintenant que vous pratiquez les deux, on a bien compris, de front, les deux activités, quel point commun est-ce que vous voyez entre les deux pratiques? La pratique de traduction, qui est votre pratique première, et la pratique de correction, qui est arrivée juste après pour Laetitia et un peu après pour Audrey. Ça y est, j'ai remis dans le bon sens. Qu'est-ce qui est commun? Laetitia? Eh bien, oui, je commence. Mais déjà, tout traducteur, en fait, est son premier lecteur. Donc, tout traducteur maîtrise, enfin, et puis tout traducteur, de toute façon, doit maîtriser la langue française, un traducteur en langue française, en tout cas, euh, la langue vers laquelle il traduit. Donc, il y a une maîtrise de cette langue, il y a une maîtrise des conventions d'écriture, que ce soit typographie, ponctuation, etc. Une maîtrise du code linguistique qui est partagée entre les deux aussi. Euh, donc, voilà. On transpose également plein d'acquis qu'on a en traduction ou en relecture de l'un à l'autre secteur. Audrey, vous m'aviez parlé aussi des recherches, et notamment, effectivement, en plus, vous traduisez pas mal de loisirs créatifs, de pratiques, et Laetitia, des documentaires, parfois sur des sujets, des documentaires jeunesse sur des sujets. Effectivement, ça demande aussi de la recherche aussi. Oui. Alors, je rebondis sur ce que disait Laetitia quand elle parlait de la maîtrise de la langue française. Et c'est vrai que quand quelqu'un vient me demander, voilà, je voudrais devenir traducteur, qu'est-ce que tu me conseilles? Et je crois que c'est l'une des premières choses que je mentionne justement, au-delà de je parle très bien ou je comprends très bien une autre langue, chercher à maîtriser avant tout sa langue maternelle. Pour moi, je trouve ça fondamental dans le métier de traducteur et donc aussi de correcteur et préparateur, évidemment. Mais donc, pour revenir aux recherches, oui, dans les deux métiers, on est toujours amené à faire des tas de recherches sur des sujets parfois improbables. Là, en ayant traduit donc beaucoup de pratiques et puis aussi avant ça beaucoup de documentaires télé, je me suis fait des petits glossaires, des petites listes de ressources sur la mécanique, la couture, les tissus, les fils, comment fabriquer un couteau, plein de choses diverses et variées.
Donc oui, les recherches, je pense que c'est un des gros points communs. Et puis, c'est vrai que quand je traduis, donc je passe aussi par plusieurs étapes, plusieurs relectures, comme décrivait Laetitia. Enfin, pas les mêmes que ce que décrivait Laetitia, mais il y a plusieurs relectures. Et la dernière relecture, pour moi, c'est un peu déjà faire un pas dans la préparation de copie, parce que la façon d'aborder le texte est un peu la même. J'essaye de prendre à ce moment-là plus une posture de lectrice. Alors, j'ai au fond de ma tête encore la traductrice qui a en mémoire les passages qui ont été compliqués, où il a fallu faire des choix lexicographiques, par exemple, très précis et auxquels il ne faut plus toucher, parce que sinon, on va mettre en l'air des heures de travail. Mais voilà, se détacher un peu du texte VO et essayer de redécouvrir ça avec des yeux nouveaux, comme si c'était un texte qui tombait sur mon bureau pour que j'en fasse la prépa. Donc j'ai un peu cette posture-là déjà quand je finis mon travail de traductrice. Et voilà, c'était le gros point commun que je voulais mettre en avant. Et puis aussi, en dehors des recherches, je crois qu'il y a donc les recherches sur le monde réel qui nous entoure. Il y a aussi un travail sur la cohérence interne, en fait, parce que comme quand on est dans le pratique, on se retrouve souvent avec des livres qui vont faire des renvois à des pages ou à des techniques où il faut aller vérifier que les renvois sont bons, qu'on renvoie bien le lecteur à la bonne page. Et ça, des fois, quand je manque de temps, c'est vrai que je vais plutôt laisser ce travail au relecteur, mais dans la mesure du possible, j'aime bien le faire moi-même, parce que des fois, ça me permet aussi de résoudre certains trucs qui pourraient être confus si on les traduisait comme ça sans vérifier les renvois qui sont donnés. Donc ça va être un renvoi à une technique au crochet, à un glossaire d'ingrédients en cuisine ou je ne sais quoi. Et plus particulièrement, par exemple, dans le crochet et la cuisine, j'ai aussi tendance à beaucoup vérifier que le compte est bon, c'est-à-dire que le nombre de mailles est cohérent pour bien arriver à faire la pièce qu'on veut, que les quantités d'ingrédients indiquées sont bien les bonnes, qu'on a bien 2 citrons et pas 22, par exemple, dans la liste d'ingrédients, ou que les temps de cuisson sont justes et des choses comme ça. Donc voilà, travail qui ressemble assez à celui de la prépa. Laetitia, vous aussi, vous souriez d'un sourire très entendu. Non, mais oui, non, mais parce que les exemples sont assez drôles. Et puis c'est vrai qu'on peut passer. Enfin, moi, c'est pareil. Les thématiques abordées sont tellement riches, on est toujours en train de faire des recherches parce que on ne peut pas tout connaître. Je passe du cycle de vie d'un pissenlit à la momification, enfin voilà, à un tas au vélo carbone. Voilà, donc c'est très intéressant. Et puis il y a plein d'acquis que l'on transpose de l'un à l'autre. Par exemple, l'usage des majuscules pour un titre d'ouvrage. Euh, c'est vrai qu'en tant que correctrice, quand on doit traduire et traduire un titre d'ouvrage, on sait plus ou moins où placer les majuscules. Je ne sais pas si, par exemple, c'est les Trésors du duc de Berry. On sait où se placent les majuscules. Mais par contre, si on ne le sait pas, si on a un doute, c'est vrai, on consulte le code typo, etc. Mais voilà, il y a des choses aussi, je ne sais pas, dans une traduction, je ne mettrai jamais en moto parce que je sais que c'est à moto. Enfin, c'est des petites choses un peu simples comme ça, en fait, qu'on applique et qui nous facilitent le travail. Et en fait, toutes ces recherches que vous avez pris l'habitude de faire pour les traductions, ça vous a donné des automatismes pour la correction. En fait, finalement, les automatismes, vous les aviez déjà. L'automatisme de douter et d'aller vérifier, je pense. de rien prendre pour acquis, même parfois ce qu'on lit dans le livre, donc le livre en anglais pour moi. Oui, ne pas le prendre pour acquis, ça m'arrive régulièrement c'est
type particulier de livres, c'est des livres de manga qui sont traduits du japonais vers l'anglais. Et donc, moi, je travaille sur la version anglaise. Et très souvent, en fait, il y a de grosses erreurs de traduction ou alors des légendes qui ne pointent pas vers la bonne partie du dessin ou des choses comme ça. Donc, toujours ce regard critique et voilà, prendre un peu de recul et se demander ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de lire et en train d'écrire. Je pense que oui. Et puis, qu'est-ce que la maîtrise de la traduction a apporté aux correctrices que vous êtes devenues? Il y a des choses que vous voyez quand vous corrigez ou quand vous êtes préparatrice de copie parce que vous êtes traductrice? Alors, c'est difficile de dire objectivement, oui, c'est parce que je suis traductrice que je l'ai repéré. Il y a probablement des gens qui ne sont pas traductrices qui seraient tout aussi capables de les repérer. Mais oui, je pense quand même qu'il y a une petite sensibilité à. On peut deviner quand un texte colle trop à l'original, par exemple. On est sensible au calque, je pense. Et ça peut aider au moment de réécrire justement ce texte qui sent la traduction, en fait, parce que si on a reconnu le calque, c'est que généralement, ce sont des phrases, des tournures sur lesquelles on est déjà tombé, sur lesquelles on s'est déjà creusé les neurones, et donc on a déjà des pistes pour résoudre le problème. Donc là-dessus, oui, peut-être que ça aide. Après, ça m'est déjà arrivé de soupçonner un calque alors qu'en fait, non, c'était pas une traduction. J'ai posé la question à l'éditrice pour savoir si le texte était une traduction. Et en fait, non, pas du tout. Je crois que c'était une expression il a fait ma journée. Et donc, voilà, pour moi, c'était il a traduit He made my day, mais en fait, non, voilà, c'est une expression anglaise qui est en train Qui a d'entrer pris dans enfance. le langage français. Oui, voilà, donc dans ce sens-là, je pense. Et vous me disiez quand on a préparé un peu que, parfois en correction, quand le travail de prépa demande beaucoup de réécriture, vous aviez l'impression de traduire du français vers le français. Oui, c'est ouais, c'est quelque chose que je me suis déjà dit, oui, quand il y a vraiment beaucoup de réécriture. En fait, avant ça, j'ai fait aussi du sous-titrage son malentendant et de l'adaptation pour lecteur 10. Donc, ouais, pour moi, ça me paraît pas si absurde que ça, de traduire du français vers le français, finalement. Et donc, c'est un exercice qui, je pense qu'il y a une habitude à essayer de reformuler, retourner les phrases dans tous les sens, tester les combinaisons, essayer d'extrapoler, aborder ça enfin, prendre une autre perspective. Et je pense qu'à force de traduire, on arrive à faire ça assez rapidement, j'imagine, puisque je ne suis pas dans la tête de quelqu'un qui ne traduit pas. Laetitia, vous aussi, les anglicismes, les calques, c'est des Oui, choses qui vous... oui, bien sûr, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, effectivement, les calques, les anglicismes. Et puis, moi, le fait de maîtriser l'anglais et l'italien, ça me permet aussi de repérer des éléments qui peuvent être erronés. Parce que, je sais pas, par exemple, la graphie d'un prénom italien. Je verrai tout de suite si c'est correct ou pas. Enfin voilà, ça va me faciliter la tâche là-dessus, ou de mots qui Et, viennent. et comment vous trouvez que les deux activités se nourrissent? Comment la traduction nourrit la correction? Comment la correction nourrit la traduction? Et quand je dis nourrit, je ne parle pas financièrement de vous nourrir, vous, travailleuse, mais comment vous trouvez que ça s'enrichit, enfin, l'un l'autre? Est-ce C'est- que vous avez changé, par exemple, est-ce que le fait de devenir correctrice a changé un tout petit peu vos pratiques de traductrice, Laetitia? Mais moi, pas vraiment, puisque je suis devenue plus ou moins correctrice en même temps que. Enfin, j'avais pas fait Ouais. énormément de traductions avant de devenir correctrice. Mais en tout cas, quand je traduis, je pense souvent à la personne qui va me relire, que ce soit un préparateur de copie ou une éditrice. Enfin, voilà. Donc, je me dis, ah là, attention, peut-être que la personne va tiquer. Donc, je mets un petit commentaire en expliquant un peu mes choix. Je vais aller couper le micro qui Ah, traîne, si je le trouve. Ça y est, c'est fait. Pardon.
Et puis, en tant que traductrice. Il faut que je trouve. Là, je l'ai. Hop, ça y est. Cette fois, je l'ai trouvé. Pardon, Laetitia. Oui, pas de souci. En tant que traductrice, on sait aussi ce que c'est que de recevoir des commentaires de quelqu'un. Donc, j'ai tendance à faire un feedback plutôt constructif, à proposer, à faire des propositions, plutôt que de barrer tout, à mettre mes corrections plutôt, c'est vraiment anecdotique, mais plutôt en bleu qu'en rouge pour éviter que ça fasse trop scolaire. Voilà, donc oui, faire un feedback constructif. Et puis également, il y a des questions peut-être que je pose à l'éditrice. Je dis éditrice parce que souvent c'est des éditrices. Avant d'entamer une traduction sur, par exemple, l'emploi des majuscules accentuées. Est-ce qu'il y a une règle pour elle sur la ponctuation dans les dialogues, sur les conventions d'écriture? Enfin, est-ce que on va utiliser les règles de 1990, des rectifications de 90, donc sur les accents, sur, enfin voilà, peut-être des questions que j'aborde en traduction, mais qui me viennent de la correction. Audrey? Alors, moi, c'est en découvrant, c'est en échangeant pour la première fois, en fait, avec la personne qui avait reçu mon texte. Donc, je pense 2-3 années après que j'ai commencé à traduire des livres. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il pouvait y avoir un dialogue à ce moment-là, alors que toutes mes traductions d'avant. On vous perd un peu, Audrey. Petit souci de... Donc, je vais vous faire redémarrer quand vous serez revenu. Petit souci de connexion. J'espère qu'on ne va pas vous perdre complètement. Audrey? Ah. Audrey, est-ce que vous nous entendez? Quelque chose est allumé? Je manque de connexion. On vous réentend. Voilà. Il ne faut pas la recommencer à zéro. Hein, parce que... Voilà, j'ai demandé de couper la PS5. Forcément. Alors, je disais quoi? Oui, que en fait, la première fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec la personne qui m'avait relu derrière, donc c'était un éditeur qui s'est occupé de la prépa d'une de mes traductions, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il pouvait y avoir un échange, des questions, des propositions à se faire. Et donc, au lieu de faire, contrairement à mes premières traductions de livres où j'étais très scolaire en me disant il faut absolument mettre une solution et pas deux, et donc vraiment, je passais du temps parfois à hésiter, etc. Bah voilà, là, j'ai un peu découvert l'outil commentaire où j'ai mis ça, mais on pourrait aussi mettre ça, mais si on voulait cet effet, on pourrait penser à ça, et blablabla. Donc ça a été vraiment libérateur de découvrir le travail du préparateur de copie derrière. Et après, je pense qu'à l'inverse, le fait que je traduise m'incite beaucoup à réécrire. Alors, je sais que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes se plaignent en tant que correcteur, le besoin de lutter, de réécrire à bon escient, en fait, de savoir écrire à bon escient. Et ça, pour moi, je pense que c'est une difficulté de savoir me dire à un moment, bon, alors le texte, il est comme ça. Avant de prendre ton crayon ou de corriger, demande-toi pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de réécrire à cet endroit-là? Et ça, voilà, c'est un combat de tous les jours. Ne pas surcorriger, en fait. Voilà, ouais. Vous m'aviez cité l'exemple d'un livre de crochet, je crois, où vous aviez été en contact direct avec l'autrice pour Oui, c'est un exemple où j'ai bien fait de mettre un petit commentaire au lieu de tout corriger moi-même parce que donc c'était un terme qui, moi, me paraissait qui pour moi devait être remplacé parce que dans mon expérience
tous les précédents livres de crochet employaient le mot coloris plutôt que couleur. Couleur de fil, changement de couleur, changement de coloris. Et en fait, finalement, l'autrice n'a pas voulu de ce mot. L'éditrice, ça lui était égal. Donc, évidemment, on a gardé le mot de l'autrice. Mais à ce moment-là, je me suis dit, justement, heureusement que je ne suis pas partie faire mon chercher, remplacer et pour tout changer de ma propre initiative, parce que comme c'est un mot assez courant finalement dans le livre et qui ne va pas seulement s'appliquer au fil, mais qui va aussi être utilisé de différentes façons, j'aurais fait un rechercher, remplacer, mais il aurait fallu que je vérifie chaque occurrence. Donc, ça aurait été une énorme perte de temps en fait. Et voilà, donc c'était un exemple d'accident évité en se posant la question, bon alors peut-être que ça peut passer, et puis on va d'abord le proposer avant de le corriger. Est-ce que vous l'avez un peu cité finalement toutes les deux, surtout sur le pratique, où et en traduction et en correction, il y a quelque chose qui est vraiment, à mon avis, très différent de la fiction, c'est qu'il y a aussi de l'adaptation. Peut-être bien plus qu'en fiction. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, peut pas y en avoir en fiction, mais j'ai l'impression que, du moins dans le domaine pratique, le mot adaptation est quand même important aussi. Oui, je me permets, je me lance. Oui, parce que quand je traduis un livre vraiment pratique, hein, si je parle vraiment loisir créatif par exemple, mon but ce sera que ce soit clair techniquement, pas forcément hyper fidèle à ce qui est écrit. Et donc, par exemple, une technique, on ne va pas forcément l'expliquer comme elle a été expliquée en anglais. Par contre, derrière, il faudra vérifier que ça colle toujours au visuel proposé, à l'image de la technique photographiée par exemple, ou des choses comme ça. Parce que, voilà, contrairement à un roman, il faut la maquette nous impose aussi ses contraintes. Donc le rapport texte-image et aussi l'encombrement du texte, par exemple, surtout quand on est en coédition où on peut toucher que au texte noir. Parfois, oui, on va plus facilement se permettre de faire des coupes et par exemple, j'ai eu un exemple extrême récemment sur un livre qui était destiné aux créatifs avec une mise en page innovante, super millimétrée, du texte dans tous les sens, un bel objet, mais comme la maquette était si complexe, j'avais pas le droit de faire un texte plus long. Alors, généralement, quand on passe de l'anglais vers le français, on observe 15% de texte en plus. Et du coup, là, j'ai dû procéder à des coupes. C'est une demande de l'éditrice de couper tout ce qui pouvait paraître inutile ou ce qu'on pouvait comprendre, ce qui était sous-entendu et qui n'avait pas besoin d'être répété. Voilà. Heureusement, les Anglais aiment bien mettre souvent les points sur les i, donc on trouve facilement des petits morceaux à couper par-ci, par-là. Mais oui, on se permet probablement plus de choses qu'en fiction sur le plan de l'adaptation. Oui, puis j'ai l'impression du moins en pratique, les gens qui écrivent ne sont pas forcément écrivains à la base et que vous le constatez forcément dans le texte, soit au moment de le traduire, soit au moment de le corriger, notamment en correction. Parfois, les textes, c'est des gens qui ont une chaîne YouTube sur le crochet et qui se mettent à écrire un livre. Et effectivement, c'est pas la même fluidité, ça demande peut-être plus de travail, pas tant sur le style, mais il faut quand même que ça reste lisible, quoi. Oui, c'est une réalité. En non-fiction, beaucoup d'auteurs de livres ne sont pas écrivains. Donc, ça va être effectivement des influenceurs, des artisans, des gens qui, par ailleurs, sont déjà très, très occupés par leur activité principale et pour qui l'écriture du livre, c'est le petit bonus. Et honnêtement, des fois, je ne sais pas comment ils font pour s'organiser, pour faire des journées de 24 heures. Mais voilà, oui, forcément, ça demande beaucoup de réécriture généralement quand on tombe sur ce cas de figure. Laetitia, vous l'avez constaté aussi? Oui, c'est vrai que l'objectif en non-fiction, c'est plutôt la clarté du texte avant le style.
Donc, par exemple, moi, dans mes articles de magazine, les rédacteurs qui m'envoient leurs articles, lorsque il n'y a pas beaucoup de ponctuation, c'est pas un effet de style. La sous-ponctuation n'est pas un effet de style, c'est juste qu'il y a peut-être un peu de difficulté à ponctuer le texte, à le rythmer. Donc, c'est moi qui ajoute un peu le rythme du texte. Parfois, même régulièrement, je lis à haute voix pour voir comment je ponctue le texte. Voilà. Donc ça, c'est oui, en non-fiction. Pareil, il y a moins de questions à se poser sur les répétitions. Les répétitions qui, en fiction, peuvent être pareil, stylistiques. En non-fiction, elles ne sont pas stylistiques. En non-fiction, les répétitions, on les modifie, on cherche des synonymes, on cherche des périphrases, on les transforme en tout cas. Et puis pareil, je pense en non-fiction, il y a énormément d'incises de type he said, etc. Nous, on n'en a pas tant que ça. Donc, voilà, le travail est plus simple, il y a moins d'effets de style. Est-ce que je crois qu'Audrey l'a un tout petit peu mentionné au tout début, quand elle a un peu présenté son travail, en tant que traductrice, est-ce que vous voyez systématiquement enfin, on a bien compris que non, hein, puisque Audrey l'a dit direct, mais est-ce que vous voyez les épreuves corrigées? Est-ce que vous voyez les corrections qui sont apportées à vos textes, ou est-ce que effectivement, souvent, vous découvrez les corrections qui ont été apportées au moment de recevoir le livre fini? Euh, je me lance. C'est très rare de recevoir les corrections. Alors, ça m'arrive de recevoir le fichier à relire, en fait, la maquette plutôt à relire, où j'entre mes corrections. Mais ensuite, je ne sais pas ce qui en est fait de mes corrections. Est-ce qu'elles ont été prises en compte ou pas? Et je les découvre souvent quand je reçois le livre à la maison. Et par exemple, un jour, c'était dans le titre d'un ouvrage, enfin plutôt dans le sous-titre. Le titre, c'était 50 défis et le sous-titre, c'était pour changer le monde ou en tout cas essayer. Et en tout cas, le tout était écrit TOUS et je l'ai modifié en TOUT parce que je préfère, même si ce n'est pas une erreur, le TOUS, mais je préfère le TOUT. C'était ma traduction, donc voilà, je l'ai mentionné. Et quand j'ai reçu le livre, il était en TOUS. Et tout de suite, ça se voit, c'est la première de couverture, donc ça saute aux yeux. Et là, c'était Voilà, c'était une traduction ou c'était une traduction. correction? Oui, là, c'était une traduction. Oui. Donc, vous êtes payé en droit d'auteur, normalement. Tout à fait. Donc, ça Voilà. vous arrive jamais de signer les BAT Moi, jamais. Non. Ah mais non, moi non plus. Il me semble qu'en fiction, enfin, en tout cas en roman adulte, les traducteurs signent les BAT, ou en tout cas voient vraiment l'épreuve finale. Alors, quoi. Moi, j'ai deux maisons qui m'envoient les épreuves sur, je sais pas, les 5-6 avec qui je travaille en pratique, ce qui fait que je dois recevoir 2-3 jeux d'épreuves par an, mais vraiment pas plus. Mais voilà, c'est envoyé et grosso modo, on me dit si t'as pas le temps, c'est pas grave. Si t'as pas le temps de relire, c'est pas grave. Et donc, je pense que je les reçois parce que c'est dans le contrat, mais il n'y a rien vraiment d'attendu de ma part là-dessus. Et sinon, j'ai jamais non plus échangé en direct avec la préparatrice de copie ou le correcteur derrière. Avec l'éditeur, oui, ça m'est arrivé, mais jamais avec une préparatrice, par exemple. Et voilà, donc ouais, très peu de retours sur les textes. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et Laetitia, vous, c'est aussi l'éditeur ou l'éditrice qui sont plutôt vos interlocuteurs? Oui. Toujours avec la casquette traductrice. Hein. Oui. Oui. En général, oui. Je n'ai pas de contact avec le ou la préparatrice de copie. Et même, parfois, comme disait Audrey, on envoie la traduction.
On mentionne, j'aimerais voir les épreuves, enfin, j'aimerais voir la maquette et puis apporter mes corrections, mais rien, il se passe rien, enfin, Mm. on reçoit rien. On reçoit le livre à la maison quand il est édité et puis voilà, bien qu'on ait mentionné l'envie de relire. Et euh, j'imagine que en tant que préparatrice, vous n'avez pas beaucoup plus de contact avec les auteurs. Là aussi, ça passe par les éditrices. Dans tout ce qui est pratique, loisirs créatifs, etc., etc. Bah, ça dépend des projets. Ça m'arrive. Bah, là, je parlais tout à l'heure d'un projet de crochet où j'ai fait des visios avec l'autrice, on s'est envoyé des mails, on a vraiment bossé ensemble sur la prépa de son livre. Mais oui, c'est pas le cas le plus fréquent. hmm, moi, en tant que correctrice, non, non, ça m'est jamais arrivé d'avoir un lien avec le, le traducteur ou la traductrice. En général, oui, mais l'interlocuteur, c'est plutôt l'éditrice. Hmm. Et puis, bah, dernière question, on est dans les temps, il nous reste 3-4 minutes avant de passer aux questions du public nombreux qui nous accompagne. Quels outils vous développez à la fois là avec les deux casquettes, hein, traductrice ou correctrice? Alors dans les outils, il y a qu'est-ce que les éditeurs alors quand je dis outils, des chartes, des protocoles, des lexiques, enfin vous allez me raconter un peu tout ça. Alors parfois, est-ce que c'est les éditeurs qui vous fournissent des choses? Est-ce que c'est des choses que vous créez et que vous gardez pour la prochaine fois que vous travaillez avec le même client? Comment ça se passe, Audrey, par exemple? Surtout. Bah alors, oui, effectivement, on parle de glossaire, de charte. Je crois que je les ai évoqués tout à l'heure. Au fur et à mesure, on accumule plein de glossaires sur des tas de thèmes. La charte, on m'en fournit rarement, en fait, finalement. Ou alors elles sont très sommaires généralement. Et donc, je les enrichis au fur et à mesure que j'avance dans le texte, bien souvent. Je les transmets ensuite à l'éditeur. Ou alors, si vraiment je suis partie de rien, ben, je vais utiliser mes notes ensuite pour rédiger un long mail de synthèse avec des gros titres en gras, des listes à puces, des choses. Ah, mais ça doit être un plaisir à lire ce mail. Donc ça, c'est quand je travaille en prépa, j'essaie de faire quelque chose d'assez pointu, ouais, voilà, de recréer une charte pour faire comprendre mes choix et en fait, qu'on ne revienne pas me chercher pour plein de petites questions au détail. En fait, c'est surtout aussi pour épargner mon temps personnel. Et en En trad- traduction, et en oui, traduction? en traduction, je vais plutôt, dans ce mail, je vais plutôt signaler les choix lexicaux les plus importants ou problématiques ou les mots auxquels il faut plus toucher ou pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'autre chose. Éventuellement, parfois, je glisse une petite note sur un choix orthotypo, sur voilà, pourquoi est-ce que j'ai mis les caps à ce mot alors que normalement on n'en mettrait pas, etc., en fonction de ce que moi j'ai lu dans le texte original. Mais voilà, évidemment, c'est moins pointu que quand je livre quelque chose, un texte préparé. Mais à côté de ça aussi, moi, je garde de mon côté un petit. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Notion, et moi, je m'en sers beaucoup pour prendre des notes. En fait, je me suis créé un petit modèle de charte où pour chaque projet, en fait, je me crée un fichier où je relève ce que j'ai choisi pour les caps, les chiffres, les italiques, les guillemets, les choses comme ça, les petites notes, la demande de l'éditeur, mes questions pour l'éditeur ou pour le graphiste, les checkpoints, les dernières vérifications que j'aurai à faire avant de livrer et des choses comme ça. Et ouais, je pense que c'est le principal outil qui est toujours ouvert à côté de moi pendant que je travaille, que ce soit en traduction ou en prépa, correction. Vous avez parlé de Voilà. demande de l'éditeur. Est-ce qu'il y a quand même un peu de consignes, surtout dans je sais pas moi, sur la rédaction, un bouquin de recettes de cuisine ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des consignes très claires de la part des maisons d'édition au départ?
Ah bah, généralement oui, parce qu'en cuisine, il y a des tas de choix qui s'opèrent en fait sur, déjà est-ce qu'on va écrire à l'infinitif ou à l'impératif? Mm. Est-ce qu'on va mettre, des abréviations sur, les unités de mesure, sur le temps? Comment on va organiser la liste des ingrédients? Est-ce qu'on va les mettre, par ordre d'utilisation, par ordre d'importance, par, catégorie, la viande, les légumes, ceci? Il y en a qui rangent ça en fonction du rayon dans lequel on les trouve au supermarché. Donc, ouais, il y a quand même des tas de choix à faire là-dessus et généralement, on me le donne pas comme une charte, avec des règles, on va plutôt m'envoyer un modèle sur D'accord. lequel je me base pour les autres recettes. Laetitia, vous, quels outils, quelles choses vous utilisez pour les deux activités? Alors, bah, un petit peu comme Audrey, j'ai un peu un document fourre-tout, on va dire, pour chaque projet, pour chaque client, où je note effectivement les choix que je fais. Euh, que ce soit au niveau du lexique, que ce soit lexical, que ce soit orthographique. J'avais également créé une espèce de guide de style que j'avais envoyé au rédacteur en chef avec qui je travaille pour les magazines, euh, qui était un peu pour harmoniser la marche maison, parce que, il y a beaucoup de rédacteurs qui font des choses complètement différentes. Et donc, je voulais, enfin, donc moi, je suis là pour aussi harmoniser, mais je voulais mentionner tout ce qui était à harmoniser au préalable, peut-être, pour tout le monde. Et donc, j'avais mentionné donc, les majuscules accentuées et comment les faire avec les raccourcis PC ou Mac. Euh, J'avais expliqué comment on utilisait les espaces insécables, par exemple, ou les guillemets. Voilà. Je crois qu'il n'y a que le rédacteur en chef qui l'a lu, parce que je corrige toujours la même chose. Euh, mais en tout cas, c'est un point de référence pour moi parce que je m'y réfère régulièrement pour me souvenir aussi de mes choix. Parce que comme ça fait 50 numéros que je corrige, je sais que je vais voir dans mon document si j'ai un doute. Par exemple, cyclocross, comment je l'écris encore? Ah oui, je l'écris en 2 mots avec un tiret, alors que cyclosportif, je l'écris en un mot. Voilà, pour que d'un numéro à l'autre également, il y ait une harmonie et un style qui soit constant. Oui, en fait, si l'éditeur n'a pas de protocole ou de charte maison, c'est vous qui le Ah faites ben, vous-même, quoi. oui, oui, oui. Ou en tout Et cas, quand il y en a une, c'est une base et puis on l'agrémente au fur et à mesure avec des questions qu'on envoie, par exemple, à l'éditeur. Et puis moi, je copie-colle les mails, les réponses des mails et puis je les mets dans mon document. elles archivent tout. Euh, vous m'aviez aussi parlé du cas de la relecture où vous relisiez la partie française, mais Mm. d'un ouvrage bilingue, et où là, bah, finalement, en plus derrière, il a fallu, notamment pour certains noms, noms propres, il a Oui. fallu harmoniser entre les deux langues la façon dont on écrivait certaines choses. Oui, tout à fait. C'était un ouvrage sur un peintre marocain qui était bilingue. Donc, moi, je relisais la partie française et il y avait également un relecteur qui relisait la partie anglaise. Et il y avait l'interrogation, c'était sur la graphie de la place Gemma Elfna. Parce que en regardant en ligne, il y avait au moins 4 ou 5 occurrences. Où est-ce qu'on met les majuscules pour Gemma Elfna? Ou est-ce qu'on utilise un tiret? Est-ce qu'on l'utilise pas? Voilà. Et donc, il a fallu faire un choix. Et le choix s'est fait effectivement entre le relecteur anglais et moi parce qu'on a voulu harmoniser les deux. Et on a fait un choix arrêté et définitif que j'ai noté dans mon petit document pour cet éditeur, que cette place, je l'écris comme ça. Et je l'écrirai constamment comme ça dans tous les ouvrages que je vais relire pour eux. Et ben, je vais attaquer, je vais remonter un peu dans le fil des commentaires pour vous poser des questions. Audrey, il y avait une question. Où est-ce que
je vais retrouver. De Julie qui demandait quels ont été les apports de la formation à la correction que vous avez suivie par rapport aux compétences et savoir-faire que vous possédiez déjà comme traductrice. Oh, bah, c'est énorme, parce que tout ce qui est orthotypographie, avant d'y avoir touché, on s'imagine qu'on sait plein de trucs, alors qu'en fait, on sait rien du tout sur toutes les règles de capital, d'espace insécable, de trait d'union. Je me souviens, je crois qu'on a passé 2 jours entiers sur les capitales et oui, quasiment autant sur le trait d'union. Donc, oui, je pense que j'aurais jamais pu vraiment me lancer dans la prépa correction sans avoir suivi cette formation, en fait. Merci beaucoup. Il y a Sophie, il y a une des Sophie en ligne qui dit: «J'ai tellement de fichiers clients et de tableaux Excel que mon ordinateur rame. La question des archives des traducteurs et correcteurs est intéressante». Oui, effectivement. Autre question de Cécilia qui demande si ça vous est arrivé de corriger des traductions, mais en langue cible, en langue étrangère, c'est-à-dire du Non. français vers votre langue de spécialité? Jamais? Ah non. Non, non, et puis même si on me le proposait, je le ferais pas parce Oui, oui, que, non. il faut véritablement maîtriser, enfin, pour corriger dans une langue, il faut véritablement la maîtriser. Il faut être native ou en tout cas, en approcher. Oui, oui, moi aussi, j'ai déjà refusé ce type de mission parce que je pense que c'est une perte de temps pour le client Mmh. et pour nous. Pour nous, parce on mettra beaucoup plus de temps qu'un Mmh. natif. Et pour lui, parce qu'il devra probablement repasser par une étape de relecture, reconfier le texte derrière à un natif pour les mises au point et des choses comme ça. Donc, oui, ça, c'est le genre de projet où c'est non direct. Et puis une question très pratico-pratique d'Isabelle et une question sur les bases de la façon de travailler en correction qui demande si vous travaillez encore sur papier en utilisant les signes de correction ou est-ce que vous travaillez uniquement sur PDF avec suivi de modifications ou dans Word avec suivi de modifications, etc. Et mais moi, ça m'est arrivé au début de corriger, enfin, où on m'avait demandé de corriger sur papier, heu, avec signes et cetera. Mais depuis, ça ne m'est plus jamais arrivé. C'est uniquement, sur Word, suivi de modifs. Oui, bah, moi, Audrey? pareil. Au début aussi sur papier. C'était pratique parce que mon client était à Nantes, comme moi, donc voilà, j'allais chercher mes épreuves et les redéposer. Mais sinon, j'avoue, je sais même plus à quand remontent mes dernières épreuves papier, en fait. Et je pense Et que si je devais refaire, je devrais, réviser tous mes signes de correction. moi, je les connais Mais encore, mais et j'ai jamais mais moi, je les ai jamais appliqués professionnellement, mais mais quelque part, un avantage du PDF, je trouve, c'est qu'on conserve nos corrections. On peut aller reporter quand on travaille sur une série, par exemple, on peut aller rechercher, des refs, des petites Mais corrections oui. qu'on a notées, qu'on n'a pas forcément pensé à consigner dans nos petits fichiers, mais qu'on peut retrouver grâce au PDF. donc vous travaillez Voilà. essentiellement sur écran. Et en tant que traductrice, vous travaillez aussi uniquement sur écran ou est-ce que vous avez besoin entre 2 de vous imprimer vos traductions, de les retravailler un peu, sur des versions papier ou tout passe toujours, uniquement par l'écran aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais imprimé, quoi que ce soit. Non, tout sur écran. Je fais tout sur écran, Écologie je du livre. Oui, non, moi Audrey? je ici, sais pas, Audrey. c'est tout écran. Ça m'est arrivé d'imprimer quelques pages, quand j'ai travaillé en fiction, mais juste histoire de, voilà, de tester, et puis de faire lire aussi à d'autres personnes ce que j'avais traduit. Mais sinon, non, en pratique non-fiction, j'imprime pas. Et question de Raphaël, pour si ça vous arrive de corriger les épreuves finales, donc là, généralement, qui sont sur PDF,
pour des corrections type double espace, coupe, etc. Est-ce que vous utilisez les signes de correction avec l'outil dessin de PDF ou est-ce que tout passe par les commentaires? Genre là, il y a une double espace qui traîne, là, il manque l'espace fine, parce qu'en PDF, on ne peut pas faire les marques de correction. Euh, alors, si. En fait, si on active la fonction commentaire, normalement, on peut, enfin, je ne sais pas s'il y a une double espace, par exemple, on peut l'effacer, enfin, pas l'effacer, mais on voit le trait où on l'a effacé. Dans Mais le PDF aussi? oui, Ah oui, ouais. oui. Mais après, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai un client qui ne voit pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que lui travaille sur Mac et moi sur PC, mais qui n'arrive pas justement à voir dans mes fichiers et donc qui me demande de surligner et de mettre des commentaires pour chacune des corrections. Mais sinon, non, en activant la fonction commentaire du PDF, on peut directement corriger. Mais alors, il y a eu une visio avec l'ACLF qui a été passionnante il y a quelques mois sur ce sujet de la correction sur PDF. Et j'ai l'impression, je crois que ça a été mentionné tout à l'heure, il va y avoir une vidéo qui va sortir sur Oui. comment corriger, comment optimiser la correction Donc- sur PDF. Et en fait, en utilisant les outils d'Acrobat et à condition que l'éditeur ou le maquettiste sache utiliser aussi cette fonctionnalité dans InDesign, il y a moyen d'obtenir quelque chose de très fluide, de très clair normalement. Et enfin voilà, guettez la vidéo, je pense que ça va éclairer beaucoup de monde. Oui, en plus, je l'avais loupé, donc je l'attends avec impatience. Et puis, sinon, inscrivez-vous à la prochaine si on a une autre organisée. Il y a une question de Sophie qui demande dans quel domaine de l'édition y a-t-il le plus besoin ou de demandes en traduction, selon votre expérience? Est-ce qu'il vaut mieux se diriger vers le pratique, vers la... C'est difficile de répondre, sachant qu'on n'est pas partout à la fois. Je sais pas trop. Hein. On a le droit de ne pas savoir. Ouais. Non, moi non plus. Et puis je pense surtout que ça doit partir d'une envie soit de s'orienter vers la fiction, soit vers la non-fiction aussi, peut-être. Enfin, je sais pas, mais je saurais pas dire s'il y a plus de demandes. Non, je sais pas. Alors, c'est drôle parce que le 5 novembre, je n'ai pas lancé le sujet que je vais lancer là maintenant, mais parce que je pensais qu'il y en aurait pour des heures. Là, peut y en avoir pour des heures aussi, mais effectivement, je pense qu'en pratique, dans les domaines pratiques, vous êtes peut-être plus en danger. Et Alexis demande l'impact des outils de traduction par IA sur votre activité. Alors moi, en tout cas en traduction, moi j'entends dire que ça y est, il y a des éditeurs, notamment en pratique, qui utilisent l'IA pour certaines traductions. Est-ce que vous le voyez arriver? J'en ai entendu parler moi aussi. C'était plutôt en sciences sociales, non, ou des choses comme ça, où il y a des bouquins entiers, des gros volumes qui ont été traduits. Enfin, bon, je ne suis pas au courant de tout. Mais bref, moi, c'est ce que j'avais entendu. Après, ça n'a pas impacté mon activité pour l'instant. Mais oui, forcément, j'y réfléchis, je lis un peu tout ce que je trouve sur le sujet. J'essaye de me tenir informée. Pareil, pour le moment, je n'ai pas ressenti l'impact de l'IA, mais effectivement, elle est là, elle plane. La menace plane. Question Après, moi, je pervers. l'utilise dans mes recherches, par contre, j'avoue. Il m'arrive parfois d'aller faire une recherche en utilisant, faire une recherche IA, parce que parfois c'est un mot, là dernièrement, c'était un mot sur la marine.
le lexique de la marine, j'y connais rien du tout et donc j'ai pris le raccourci, je suis allée poser la question, comment est-ce qu'on dit ça? Et puis là-dessus, ça m'a donné une base, une piste de recherche ensuite pour aller poursuivre mes Ah oui. recherches et je pense que j'ai gagné du temps comme ça plutôt que Ouais. de faire des tests. Ah ben non, ça, ce mot, ça renvoie pas de résultat, etc., etc. Oui, oui, oui. Non, mais moi aussi, ça m'est arrivé, ce genre de choses. Mm. Oui, oui. Bon, qu'il faut vérifier, hein, parce que parfois l'IA ment. Ah oui, voilà, c'est juste une base, une piste pour Voilà. voilà, déjà m'orienter un Oui, peu et puis ça donne Ouais, non, toujours lieu à vérification, évidemment. tout à non, fait. mais c'était exactement la question que je voulais vous poser, quoi. Est-ce que Ah vous, oui. parfois, vous vous en Ah servez? oui. Parce qu'effectivement, mais ça peut être enfin, ça peut être un super outil tant qu'il n'est pas remplacé par l'humain. C'est une espèce de moteur de recherche géant, finalement. Oui. Si on le voit comme ça, c'est un Ben oui, oui, super ça outil. pourrait devenir un Mais assistant. Mais enfin, je pense que ce qui est dangereux aussi, c'est les mythes qu'on construit autour de l'IA et peut-être que cette idée de remplacement, ça fait partie de ces mythes des gens qui s'imaginent. Est-ce que c'est l'idée qu'on pourrait remplacer qui est plus dangereuse que l'IA? Je sais pas. ou l'idée pour nos jeunes générations de croire que tout ce que dit l'IA est vrai et qu'il n'y a pas besoin d'aller Aussi, oui, vérifier. l'esprit critique à enseigner, d'autant plus Voilà, rigoureusement, voilà. ouais. Eh ben, 19h29, mais mesdames, nous sommes absolument dans les temps. Un- Bravo euh, Sophie. Armel qui dit, moi, on me demande de traduire des petits récits par l'intermédiaire de l'IA, puis de les relire et corriger. Ah, l'enfer. Devez-vous parfois corriger des traductions faites par DeepL? Quelle frontière voyez-vous entre révision de traduction, correction et post-édition? Oula. Est-ce que ça vous arrive effectivement de corriger des traductions qui ont été faites Non, Non, moi, ça m'est jamais arrivé. pas que je sache, mais non. Bah, je pense que tu le verrais. Oui, 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 mais euh, Et puis, quelle frontière voyez-vous entre révision de traduction, correction et post-édition? Isabelle, qu'est-ce que vous entendez par post-édition moi je pense que c'est la relecture de traduction DeepL en fait, la Oui, je post-édition. pense C'est aussi. D'accord. les traductions machines. Ouais. Moi, la post-édition, Euh, ça m'est jamais arrivé. Après, je pense qu'à Audrey, on travaille avec des clients directs. On travaille pas pour des agences de traduction. Je pense que la post-édition est beaucoup demandée par les agences de traduction. Et je pense que malheureusement, les premiers traducteurs menacés par l'IA vont être les traducteurs qui travaillent pour des agences de traduction. Enfin, en tout cas, c'est eux qui subissent déjà des tarifs. Moi, je reçois des offres d'agences de traduction, c'est payé. Enfin, je préfère faire du bénévolat pour une ONG. Il y a Catherine qui dit que, mais, hélas, la post-édition est aussi demandée par des clients directs auprès oui. des agences. Ah, on peut pas s'arrêter sur cette très mauvaise nouvelle. On va s'arrêter là. Un immense merci à vous toutes et tous qu'on ne voit pas pour vos interventions et vos questions très pertinentes dans le fil de la discussion et de la réunion. Et puis, mais effectivement, merci pour votre présence. Un grand merci, Laetitia Agostino et Audrey Dingham. Ça a été passionnant, c'était joyeux. C'était enfin voilà. Non, mais c'était vraiment un grand bonheur et puis merci, je le dis souvent, ça a l'air très relativement, ouais, plus que très, mais aussi fluide comme ça le jour de la rencontre, mais en fait c'est fluide parce qu'on a passé du temps tout ensemble en amont. Donc vraiment, merci du temps que vous m'avez accordé l'une et l'autre, et au téléphone, et après dans l'échange de fichiers qu'on s'est fait tous les trois. Je sais que c'est du temps pour vous, et en même temps, le résultat est là, et vraiment un très très grand merci de votre implication pour cette rencontre à toutes les deux. Et puis merci.
Merci Étienne et tout le CA de la CLF et merci à Fontaine aux Livres. Voilà, voilà. Au revoir à tous. Ah ben voilà Gaëlle qui revient. Et est-ce que Étienne rallume? Est-ce que Étienne est toujours là? Je suis là. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Sophie, merci Merci Audrey. beaucoup. Merci Sophie, Laetitia, la CLF et Fontaine aux Livres aussi. Mais Merci oui, beaucoup. tout à fait. Et Merci Étienne Sophie de nous et avoir Fontaine- tenu la main jusqu'ici. Merci beaucoup Sophie, oui. J'ai l'impression d'avoir bien pu vous la lâcher la main ce soir et que c'était super. Voilà, voilà. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour en vrai. Tout à fait. Pareil. Moi aussi, oui. Merci Étienne, merci encore. Merci à toi, Sophie, c'était très bien. Ah, c'était très dynamique ce soir. Je viens de voir que je t'avais remercié, mais que mon micro était coupé. Et je voulais te dire merci aussi pour la dynamique des échanges. Bravo. Et la qualité de cette intervention, c'était vraiment c'était très enrichissant. Et merci aussi Laetitia et Audrey. Je pense qu'on a beaucoup appris et été nourris grâce à vous. Ah oui, parce Mais, que... merci. C'était un bon moment aussi. Ouais, un plaisir. Bon, bah, génial. Et bah, À bientôt. À bientôt. Bonne oui. soirée. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au au revoir. revoir. Au Merci revoir. beaucoup, vraiment.